Et salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, moi je suis chaud là pour faire une nouvelle vidéo. Je vous explique le concept. Là, je vais faire en quelque sorte des rappels de règles sur Bloodborne jeu plateau. Ça va consister en quelque sorte à vous rappeler quelques règles du jeu, mais aussi approfondir certaines, puisque moi le premier, franchement, ça m'est déjà arrivé de me dire, eh bien, oh, ben non, je me rappelais plus de cette règle, là, je l'avais pas comprise comme ça. Ah oui, c'est vrai que c'est ça en fait, c'est pas tout à fait ce que je faisais. Donc là, c'est un petit peu l'occasion de faire un petit peu ce concept-là. C'est-à-dire que là, je viens de regarder la date, ça fait un an que je joue à Bloodborne, puisque j'avais reçu ça il y a un an, je me rappelle, en VO, en anglais. Et vous pouvez voir dans ce bouquin là, que j'ai mis ici, donc dedans il y a les règles du jeu, hein, vous avez les règles du jeu là, que tout le monde a, mais bon, c'est sur un porte-vue. Et j'ai en même temps écrit en fait des règles connexes, moi ce que j'appelle des règles connexes. C'est en gros c'est des règles réécrites ou des précisions de règles on va dire sur le jeu. Et donc là ça fait un an que ça y est que je fais en gros ce travail là en fait de réécrire un petit peu, de repenser, d'expliquer mieux les petites règles qui manquent et d'ajouter tout ce qu'il faut. Et j'ai mis à jour, chaque page a été mise à jour. Donc il y a un sacré travail derrière tout ça. Et je voulais un petit peu vous faire profiter en fait de tout ce que j'ai fait là. On m'a demandé plusieurs fois le PDF de, ça, mais ce n'est pas possible puisque je le mets encore. Il y a quelques pages encore que je mets à jour pour réécrire exactement ce que je voulais dire. Euh, ou même, de toute manière, c'est un peu trop compliqué de donner ça à tout le monde, et même, il y a énormément de travail derrière. Je préfère limite, moi, en discuter, en parler, plutôt que donner des écrits. Surtout qu'en plus, je ne peux pas le faire, puisque dans ces règles-là, il y a certains paragraphes qui comprennent les variantes que j'utilise moi. Donc quelqu'un qui va lire le truc, il va se dire mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire dans le jeu. Non mais c'est un petit peu normal parce qu'il y a aussi mes variantes là-dedans que j'ai, on va dire que j'ai mélangé dans la soupe. Donc on va pas rentrer dans les variantes puisque ça sera le sujet d'une autre vidéo justement qui va arriver, que je vais essayer de préparer là très bientôt. C'est sur justement toutes les variantes que j'utilise. Mais ça, on en reparlera. Là, je vais vous évoquer quelques précisions de règles, même si ça va paraître assez commun. Il y en a peut-être quelques-unes qui vont vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, on m'a posé la question, et là j'y suis sur la page 13, sur comment perdre la chasse. Alors ça va être une véritable galère pour vous montrer ça à nouveau, hein, avec l'alignement, voilà. Donc, comment perdre la chasse? Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que si au début d'une manche, le jeton piste de chasse a atteint le dernier emplacement, les joueurs n'ont plus que cette dernière manche pour terminer la partie avant que Yarnam soit condamné. S'ils n'y arrivent pas, les chasseurs échouent dans leur quête et la campagne prend fin. Voilà, donc ça c'est comment perdre la partie. Tout le monde sait comment on perd la partie, mais voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer, c'est que après c'est aussi un reflet avec les forums de BGG et des personnes qui sont habituées à répondre un petit peu comme moi, mais pour les Anglais, aux questions de ce jeu. Et en fait, il y en a, ça c'était, je me rappelle l'an dernier, c'était un sujet de l'an dernier, des personnes qui disaient oh ben comment on perd la partie exactement. Et là ils disent à atteindre la dernière place, les joueurs n'ont plus que cette dernière manche pour terminer la partie avant que Yarnam soit condamné. Et on avançait dans le forum que, en gros, on a beau aller, comment dire, 100 000 fois dans le rêve du chasseur, eh bien ça ne changeait rien. C'est-à-dire qu'en gros, les règles là expliquent que il faut terminer la chasse à la fin du tour, point. Donc en gros, si par exemple tu meurs avec ton chasseur et que tu vas au rêve du chasseur, ben tu au rêve du chasseur, c'est fini pour toi. Et là, en gros, le jeton n'avance pas sur la piste de chasse et tes autres chasseurs, tes copains quoi, vont en quelque sorte pouvoir finir la partie, même si t'es mort. Donc en gros, si je ne l'ai plus, si il est là le petit jeton, voilà on y voit. Si le jeton arrive ici,
en gros, selon en fait ce qu'ont apporté un petit peu tous les gens du forum, de la discussion, en gros, on en a conclu que si le jeton arrive ici, il faut qu'on termine la chasse, c'est-à-dire la mission en cours, la dernière mission, enfin la chasse, quoi. Et que, en gros, même si on a beau mourir 100 fois, le jeton n'avancera pas plus. C'est-à-dire que si dans ce tour-là, quelqu'un meurt et se rend dans le rêve du chasseur, le jeton de chasse ne peut pas aller plus loin, en fait. On a perdu la chasse que si, à la fin du tour, enfin, ou au début du prochain, aussi à la fin du tour, parce que c'est marqué à la fin du tour, si à la fin du tour, ben, la chasse n'est pas remplie. Et il y a encore des personnes qui me posent la question, qui ont posé la question en tout cas sur Board Game Geek, BGG, comment on perd la chasse. Donc voilà comment on perd la chasse, en quelque sorte, sur le dernier cran, à chaque fois, de la piste de chasse. Puisque récemment j'ai vu aussi, c'était sur le groupe, une personne qui me disait mais j'ai perdu la partie au milieu de la piste de chasse. Alors, petit clin d'œil si tu me regardes. Hein. J'ai perdu la partie au milieu de la piste de chasse. J'ai fait mais comment t'as fait? Il me fait ah mais je croyais qu'on perdait que quand on mourait. Oui, enfin en partie, mais je veux dire si tu meurs, la partie n'est pas terminée non. Voilà, c'était pour ce petit point de règle. Déjà comment perdre la chasse. Donc là, on va rentrer dans les profondeurs du livre des règles connexes. Voilà, je vais essayer de regarder un petit peu ce que vous voyez vous, parce que moi j'ai une autre vue que vous. Hein. Voilà. Alors il y a des choses toutes bêtes hein, écrites, hein. Il n'y a pas de tour de jeu fini, tour de jeu, action. Voilà, mais ça tout le monde le sait, c'est des règles qui sont franchement très claires dans le livre, hein. Il y en a aussi qui sont assez claires. Le livre, tiens, je vais le mettre ici, c'est peut-être un peu mieux. Alors, admettons qu'on est un chasseur là, puisque je vais expliquer comment se déplacer. Après avoir défaussé une carte attribut, le chasseur peut se déplacer jusqu'à 2 cases. Il n'est pas interdit d'utiliser, voilà. Donc lorsque vous voulez vous déplacer, vous dépensez une carte attribut pour vous déplacer jusqu'à 2 cases. Évidemment, rien ne nous interdit de nous déplacer de revenir sur ses pas en quelque sorte si on peut fournir un deuxième déplacement. D'accord. Maintenant, les ennemis en poursuite. Et là, on va traiter certains cas qui sont très intéressants. Vous allez voir. Dès qu'il quitte une case ou un lieu contenant des ennemis, ces ennemis le poursuivent en se déplaçant de une case. Cela est valable même si le chasseur ne fait que passer par une case. Donc dans l'exemple 1, si votre chasseur quitte une case contenant 10 ennemis et se déplace de 2, ces ennemis vont le suivre jusqu'à la dernière case mais pas sur la deuxième. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? C'est que si votre chasseur, il est ici, admettons avec tout ça là, hein, si je me déplace de 2, on est d'accord que tous ces ennemis vont se déplacer uniquement de 1, d'accord? Tous ces ennemis vont se déplacer uniquement de 1. Mais pas sur la deuxième case, évidemment. Exemple numéro 2, si votre chasseur quitte un lieu contenant 10 ennemis, donc on va faire cette situation-là où les ennemis sont ici, on va essayer d'adapter un petit peu la visibilité. Moi je suis ici avec mon chasseur, j'ai posé toujours ma petite carte. Peu importe leur position, tous les ennemis du lieu quitté suivent votre chasseur de 1. Donc qu'est-ce qui va se passer en gros? C'est que si vous vous déplacez de 2, là comme ceci, ces ennemis vont se déplacer de 1, mais aussi celui-là. D'accord? Ça me paraît évident. Pareil, si là, je vais pas aller chercher le lieu, mais il me semble qu'il y a la maison saccagée qui est comme ceci. On va faire une autre petite variante. Dans le cas où, vous allez voir, je veux me déplacer de 2, mais comment on pourrait dire, en revenant sur mes pas en fait, je vais du coup activer les ennemis, donc la poursuite se fait après le déplacement. Donc si je me déplace de 2 en faisant ceci, en revenant sur mes pas, que va-t-il se passer? Donc ces ennemis vont se déplacer de 2 puisque j'ai quitté un lieu j'ai quitté un lieu contenant des ennemis, donc ils vont se déplacer de 1. Cet ennemi-là, lui, il va se déplacer de 1 pour mon premier déplacement, et je vais revenir sur mes pas, et là, cette fois, il va rester ici en gros. D'accord?
Euh, donc voilà pour cet exemple. L'ennemi peut quitter une case même s'il y a un autre chasseur dessus. Donc si, admettons, j'ai un collègue ici qui est là, sur cette case-là, hein, l'autre chasseur il est là, moi je suis ici, euh, il n'y a que lors d'activation des ennemis que les ennemis peuvent rester sur la case d'un chasseur. Alors évidemment, là c'est différent, c'est-à-dire que en gros, si je me déplace de 2 comme ceci, cet ennemi va me suivre. On est d'accord, hein. Il reste pas sur la case. Il faut pas confondre, comme je l'ai marqué, lorsque il y a une activation ennemie et que là les ennemis sont susceptibles de rester sur la case d'un chasseur de notre groupe, parce que il est tout simplement en combat en quelque sorte avec lui, on va dire. Donc voilà pour les activations. Maintenant pour l'exploration. Et là c'est encore autre chose. Pour l'exploration, on va dire que on est tout seul, les ennemis sont là-bas. On souhaite explorer un lieu, on va pouvoir le placer dans le sens que l'on veut, tant qu'il y a une connexion avec une porte. Et si par exemple, admettons, je prends un autre lieu, si ça crée des choses comme ceci, hein, des connexions qui sont fermées, ce n'est pas grave. D'accord, il y a déjà eu des questions comme ça. Est-ce que c'est grave si on pose un lieu et que ça fait ça? Ben non, c'est pas grave. Il y a une porte fermée du coup qui est en quelque sorte condamnée. C'est une porte condamnée. Donc c'est pas très grave s'il se passe cet élément. En tout cas, tant que vous connectez votre lieu avec une porte, tout va bien pour l'exploration. Les lieux contiennent des symboles représentant des ennemis, des lampes et des consommables. Correspondent ici les ennemis du tableau de chasse. Voilà. Le chasseur qui souhaite explorer est obligé d'entrer dans le nouveau lieu, sauf si son deuxième déplacement lui permet de revenir sur ses pas. Évidemment, on peut explorer, revenir sur ses pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Les ennemis, par contre, vont nous poursuivre à la fin de notre action de déplacement. Alors, et là vient, en quelque sorte, euh, c'est une question récente qui a été posée sur qu'est-ce qui se passe, dans quel ordre je dois appliquer en fait toute la mise en place d'un nouveau lieu. Et moi j'y réfléchis, c'est-à-dire que j'ai passé, je crois, 10 minutes ou un quart d'heure à en quelque sorte réfléchir à dans quel dans quel ordre il faudrait faire toutes ces étapes, sachant que dans les règles ils ne le disent pas. Ils ne disent pas dans quelle étape on doit mettre en quelque sorte un lieu exactement. Alors moi, ce que je fais, je vais vous dire pourquoi un petit peu à la fin. Je mets en place le lieu, hein, on le branche, en gros on le connecte, on connecte le lieu. On fait le déplacement final du chasseur. Donc admettons que j'ai voulu me déplacer ici, d'accord? C'est le déplacement final du chasseur. Apparition du mini-boss. Éventuellement, il peut y avoir des mini-boss pour ceux qui ont les extensions. Admettons qu'il y ait un mini-boss ici, on va dire que c'est lui. Activation du mini-boss, c'est sur la case du chasseur, d'accord? Événement du chapitre. Événement du chapitre. Pourquoi? Et là, je vais expliquer. Parce que sur certains narratifs, là, je n'ai pas une carte pour donner l'exemple, mais vous allez vite comprendre pourquoi. C'est qu'admettons, je mets en place les ennemis qui sont ici avant que je lise le chapitre. Admettons qu'on est... Ben, je suis bête, on va faire ça, quoi. On va pas se prendre la tête. Donc j'ai un mini-boss, un chasseur ennemi, et 2 ennemis ici. Admettons qu'il y avait ça. Là, la personne qui entre sur un lieu nommé souvent va lire une carte et va lire le texte d'ambiance qui va dire oui, un loup en train de manger une proie se présente devant vous. Et là, du coup, je trouve que ça bloque un petit peu l'imaginaire ou on va dire l'immersion dans la partie. Et en gros, selon moi, c'est pas logique puisque là, admettons admettons qu'ils nous disent fermer le lieu, entourer le lieu de brouillard. Là, clairement, on va devoir les enlever. En plus, on les a mis, on doit les enlever. C'est un petit peu débile. Donc, moi, ce que je préfère, c'est après le déplacement final du chasseur et l'apparition du mini-boss, j'ai intégré les événements du chapitre pour qu'il y ait un peu plus d'immersion. C'est-à-dire que là, s'ils nous disent qu'il faut placer un loup, ben on va placer un loup ici et on n'est pas emmerdé. On mettra le brouillard ici et voilà. Donc, s'il n'y en a pas, ben, c'est pas grave, il y a les ennemis, on les place maintenant, puisqu'il y a marqué apparition des ennemis répertoriés.
plus objet de terrain, éventuellement, s'il y a des coffres à mettre. Alors moi j'ai des petits coffres, je sais pas si vous y voyez trop, ça sert à rien que je le mette si vous y voyez pas. Donc admettons qu'il y a un petit coffre ici, de disponible. Et ensuite il y a ennemi en poursuite, c'est-à-dire que s'il y avait un ennemi ici, évidemment je ferai poursuivre cet ennemi dans cette case. Petite règle, dans le cas où il y a un brouillard qui doit se mettre dans l'événement, ça aussi, ça sert aussi à ça. C'est-à-dire que on va placer le brouillard ici, et l'ennemi qui était censé nous poursuivre restera ici en quelque sorte devant le brouillard. Il y a l'autre manière de faire, je l'ai dit, parce que là vous faites ce que vous voulez, en gros, dans les règles, ce n'est pas noté comment on met en place un lieu, c'est-à-dire que il y a une autre manière de faire, l'autre manière de faire, c'est de faire l'événement après la poursuite, ça brise l'immersion, mais ça permet certaines choses, par exemple, en toute logique, ça c'est quelqu'un qui a avancé ça sur le forum, que l'ennemi qui vous poursuit, donc vous poursuit, hein, d'accord. Ensuite, on met les brouillards, et là, tous les ennemis sont retirés. Et là, ça change quelque chose, c'est que l'ennemi, au lieu d'être ici, même si on va pas se mentir, il est pas dangereux ici, hein, il sera retiré de la partie. C'est deux manières de faire. Il peut y avoir, comme là je viens d'expliquer, quelques variantes, quelques situations où il se passe des choses différentes, mais en soi, moi je mets un petit peu en avant l'immersion en fait dans cette méthode pour dire en gros que voilà, on n'a pas encore en face les ennemis, je préfère m'imaginer par rapport au narratif ce qui va se passer plutôt que d'abord de mettre des ennemis et après devoir les changer, ah ben non c'était lui, tac. Voilà un petit peu la façon de voir cette façon de voir la mise en place d'un lieu. Attaquer. Lorsqu'un joueur attaque un ennemi sur sa case, voilà, bon, tout ça, de toute façon, c'est assez clair. Interagir. Qu'est-ce que j'avais marqué là? Il doit défausser une carte. Oui, si un chasseur interagit sur une case sur laquelle il y a un ennemi, cet ennemi l'attaque immédiatement. Là, on peut rien faire. Si on veut interagir sur une case contenant un ennemi, ben vous vous doutez bien que le coffre qui est ici, vous ne pourrez l'atteindre que si vous survivez à l'attaque de l'ennemi. C'est-à-dire que vous ne pouvez ni déséquilibrer l'ennemi avec votre pistolet de chasseur, vous ne pouvez pas esquiver, vous ne pouvez rien faire. Vous subissez l'attaque de l'ennemi. D'accord? Et ensuite, si vous survivez, vous pouvez interagir sur le lieu pour discuter avec un PNJ ou ouvrir un coffre, par exemple. Si l'ennemi vous déséquilibre dans son comportement, vous pouvez quand même procéder à l'interaction, si vous survivez évidemment, car il ne s'agit pas d'un combat. L'ennemi qui vous déséquilibre, il ne va pas vous déséquilibrer, vous priver d'action d'interagir, ce n'est pas un combat. Transformer son arme. Voilà, c'est pour, en gros, ça fait défausser les cartes. Et là, il y avait un petit sujet récemment sur comment transformer son arme. Je vais vous placer ça de suite. Tac. Il faudrait peut-être une arme là-haut. Il faut peut-être une arme. On va prendre le Rider. Allez, on va prendre le Rider. Tac. Lorsqu'on veut transformer son arme qui est plus ou moins remplie de cartes, on retourne notre plateau d'armes et on défausse les cartes qui étaient présentes sur ce plateau. Et il y a une discussion qui avait eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, qui disait oui mais si j'ai, je sais plus quelle arme c'était, je crois que c'était l'épée de Ludwig je crois, qui disait à chaque fois que vous transformez votre arme, non, à chaque fois que vous libérez un déplacement, un emplacement, pardon, à chaque fois que vous libérez un emplacement, infligez 1 à l'ennemi. Dans le cas où, admettons, même si c'est pas la carte appropriée, vous ayez ce genre de plateau, il y en a qui considéraient que si je décide de transformer mon arme, je libère en gros, je libère mon plateau et en fait j'inflige 3 dégâts à l'ennemi. Alors ça, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Ce n'est pas une règle qui est écrite, mais si on doit déduire des choses par rapport aux règles, je peux vous confirmer quelque chose, c'est que dans les règles, il n'est pas indiqué à un seul moment que vous libérez un emplacement. Je vous y amène de suite, je dis ça mais c'est à transformer, voilà. Transformer l'arme trompeuse,
dans ce paragraphe-là, il n'est pas indiqué une seule fois que vous devez libérer des emplacements. Ils font exprès d'utiliser en fait les termes défausser, non, vider tous les emplacements occupés sur la tuile en défaussant toutes les cartes attributs qui s'y trouvent. Je suis allé voir les règles en allemand pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme mot eux, parce que peut-être qu'on peut passer à côté, peut-être que c'est la VO, les règles en VO qui disent qu'on doit libérer. Eh bien, les Allemands ont utilisé aussi les termes défausser, vider le plateau, et pas libérer les emplacements. En gros, on ne considère pas qu'on libère des emplacements. Donc, moi en tout cas, je ne le fais pas, puisque l'arme, elle est déjà quand même assez forte, elle a déjà son pouvoir. Je crois que c'est avec l'épée de Ludwig, hein, je vous rectifierai sûrement. Mais en tout cas, quand je transforme cette arme-là, donc vous avez bien compris, pas celle-là, hein, mais l'épée de Ludwig, je n'inflige pas des dégâts à l'ennemi. En plus, c'est déloyal, il n'y a même pas de combat. Je trouve que c'est un petit peu inutile. Et des attaques sur transformation, il y a le Tonitrus, j'ai pas envie de. Il est au fond en plus, je crois. Vous verrez le Tonitrus, il y a après transformation, infliger tant de dégâts. Voilà. Donc ça, c'était une petite règle que j'avais notée mes fameuses règles connexes. Donc à savoir aussi, mais c'est une petite parenthèse en vérité, c'était pas vraiment prévu. C'est une petite parenthèse sur cet élément-là. Se rendre dans le rêve du chasseur. Il n'y a pas d'activation des ennemis si vous choisissez cette action. Évidemment. Donc ça c'est de l'acquis. Activation des ennemis. Ah, il y a peut-être des choses intéressantes sur l'activation des ennemis. Dès qu'un chasseur a terminé son tour, les ennemis s'activent dans l'ordre indiqué sur le plateau de chasse dans l'ordre pour chaque ennemi effectue les étapes suivantes. Donc vous le savez, les ennemis éligibles à une activation sont tous les ennemis sur le lieu du chasseur. Donc admettons que je suis ici. Allez, non, on déménage. Hein. On va se mettre ici, sur la lanterne centrale. Ainsi que ceux des lieux connectés au lieu du chasseur. Donc s'il y a un ennemi ici, cet ennemi sera aussi éligible à l'activation. Les mini-boss sont toujours éligibles, quelle que soit leur position. Alors, les mini-boss, pour ceux qui ont l'extension, ça c'est une variante que j'évoquerai cette petite règle dans la vidéo concernant les variantes. Donc pas celle-ci, mais en tout cas, tous les ennemis qui sont sur le lieu du chasseur et sur les lieux connectés au lieu du chasseur sont éligibles. Dans le cas où il y a une porte scellée comme ceci, ne pensez pas que que cet ennemi va s'activer. Le lieu n'étant pas connecté, l'ennemi ne va pas s'activer, d'accord? Donc ça, c'est à savoir. Alors, je sais pas si ça a bugué sur mon retour, j'ai l'impression qu'il y a eu un bug. Je sais pas si c'est le son ou l'image, bref. En tout cas, si un ennemi se trouve ici, alors que le lieu n'est pas connecté, cet ennemi-là n'est pas éligible à l'activation. On est bien d'accord, hein? On est bien d'accord. Il n'y a que cet ennemi-là, et c'est tout. C'est que les lieux connectés. Il faut absolument que le lieu soit connecté pour que l'ennemi sur un lieu connecté soit éligible à l'activation dans le cas où il va se déplacer de 1. Déplacer l'ennemi éligible d'une case vers le chasseur actif. Si un ennemi se trouve sur la case de notre chasseur, il ne se déplace ou continue de se déplacer que si cela lui permet de se déplacer sur la case du joueur actif. Donc en gros, comment dire, si ça c'est un ami à moi, d'accord, c'est un chasseur de mon groupe qui est ici, et ça c'est un ennemi. Là, je signe l'activation des ennemis. Cet ennemi va évidemment s'activer et donc se déplacer de 1. Oups, voilà. Cet ennemi, il est éligible, mais il ne pourra pas se déplacer parce que ça ne lui permet pas d'aller sur ma case pour m'attaquer, puisqu'il y a un chasseur de mon groupe qui est sur sa case, donc cet ennemi va rester ici, c'est la règle. Attaque de l'ennemi, si l'ennemi se retrouve sur la case du chasseur actif, il l'attaque en commençant un combat dans lequel le chasseur peut jouer une carte pour l'attaquer. Donc là, cet ennemi et notre chasseur vont pouvoir s'attaquer mutuellement, parce que vous savez, dans ce jeu, les attaques sont toujours mutuelles. C'est pas activation du joueur et l'ennemi ne répond pas. Il y a toujours un combat
à chaque fois qu'il y a un conflit, en gros, on va dire une attaque, quoi. Il y a un combat mutuel entre les deux protagonistes, en gros. L'ordre de l'activation des types d'ennemis. Alors, en premier s'activent les ennemis répertoriés par les icônes, qui sont ici, je vais le montrer assez rapidement, hein. C'est dans cet ordre-là de gauche à droite. Ensuite, ce sont les ennemis non répertoriés par les icônes. Éventuellement, on peut avoir quelquefois, admettons, un loup-garou qui traîne à côté du plateau comme ça, parce qu'on nous a dit de l'invoquer, mais c'est des ennemis non répertoriés par la mission. Ils s'activent après les ennemis répertoriés, du coup. Ensuite, ce sont les PNJ, comme il y a qui déjà? Il y a Yosefka, il y a comment il s'appelle déjà? Jura, le chasseur, l'allié de Jura. Voilà, tous ces petits PNJ qui traînassent vont s'activer en troisième position, d'accord? En quatrième position, ce sont les mini-boss, donc les chasseurs ennemis qui sont liés à l'extension à l'extension des mini-boss qui vont s'activer. Et à la fin, c'est un boss s'il y en a un, d'accord? Et après, ceux qui veulent savoir, parce qu'en cas d'égalité, de distance, etc., moi ce que je fais, c'est que j'active en cas d'égalité l'ennemi le plus proche. Donc l'ennemi le plus proche ici, parce que ce sont deux ennemis identiques, hein, on est d'accord? Ces ennemis-là vont s'activer, c'est les clans de chasseurs, vont s'activer en même temps, mais c'est celui qui est le plus proche, chez moi en tout cas, qui s'active. Et s'il y a égalité, donc là admettons ils sont deux, c'est celui qui possède le plus de points de vie, celui qui est le moins endommagé qui va s'activer en premier. C'est comme ça. Tous les ennemis éligibles doivent avoir été activés. Si un ennemi apparaît durant cette phase, vous devez reprendre l'ordre de l'activation si besoin. Ça arrive dans l'extension bois interdit, puisque il y a comment ça s'appelle, les parasites serpents qui vont avoir comme pouvoir fait apparaître un serpent. Donc évidemment, si ce parasite serpent invoque comme attaque, c'est pas une attaque, c'est une capacité, dans votre tour, parce qu'il s'active, ce parasite serpent, il est en train de s'activer, il est tranquille, quoi. Il a fait apparaître un serpent qui est, lui, dans cette position-là, alors qu'on en est ici, hein. Juste après l'activation de ce parasite serpent, le serpent qui vient d'apparaître va jouer son activation à son tour, et on reprend plus tard l'activation de tous les parasites serpents, d'accord? C'est au moment où les serpents apparaissent, pour ceux qui ont l'extension des bois interdits, et bien là il se passe ceci. Voilà, on revient toujours à l'activation. De toute façon, j'ai expliqué la phrase très bien juste avant. On va poursuivre sur la fin du tour des chasseurs. Alors il n'y a pas de fin du tour des chasseurs en soi, mais voilà, on signe en quelque sorte la fin du tour, parce que au début du tour dans ce jeu, on va avancer le jeton de chasse. On peut dire qu'on le fait à la fin du tour, c'est pareil, puisque le jeton de chasse, en quelque sorte, la fin d'un tour, c'est le début d'un autre, hein. On peut dire un petit peu les deux. Voilà, défausser les nombres, voilà. Et on peut défausser autant de cartes attributs de notre main que l'on veut pour en repiocher si on a envie, ça fait partie des stratégies. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Le combat. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à dire sur le combat? Des précisions de règles plus consommables d'attaque. Voilà, il y a deux situations, c'est quand on est attaqué par un ennemi, et lorsqu'on veut attaquer un ennemi, il se passe un combat, et c'est toujours les mêmes étapes du combat. On va jouer une carte attribut plus consommable d'attaque, puisque comme vous le savez, on peut dans certains combats utiliser des consommables, comme par exemple, on va voir attaque, comme ceci, brume engourdissante. Lorsqu'il y a marqué la mention attaque, ce sont des éléments en fait qu'on va pouvoir jouer avant notre attaque. Alors moi, ce que je fais, j'espère que oui. Lorsque je joue une attaque, je vais utiliser mon plateau comme ceci. Je vais utiliser l'attaque, ma carte attaque sur mon plateau, et je vais y ajouter mes consommables comme ceci. Je vais les superposer. Comme ça, on se rappelle de ce qu'on a mis. Là encore, c'est une brume engourdissante. Ça pourrait être
Je sais pas moi, même si c'est pas approprié, ça aurait pu être une rune que j'utilise pour moi. Ben, si c'est le cas. L'attaque gagne déséquilibrement et peut déséquilibrer les attaques à vitesse égale. Donc je vais en fait stacker toutes les cartes sur mon attaque pour se rappeler ce qu'on a mis en fait. Donc moi c'est ce que je vous propose. Ça devait faire partie normalement de la vidéo sur les variantes, mais je l'intègre directement là parce que c'est vrai que on peut, je trouve que ça assez pratique plutôt que de devoir mémoriser tout ce qu'on a joué. D'accord? Voilà pour cette précision. Euh, voilà. Si l'ennemi ou le chasseur quitte la case pendant le combat, l'attaque ne se résout pas. Donc ça me paraît assez évident. Si un ennemi, pendant le combat, va se déplacer, se reculer d'une case plus loin, juste avant que votre attaque, évidemment, vous ne pourrez pas le toucher. Ça me paraît évident. Vous ne pourrez pas attaquer si l'ennemi n'est plus sur votre case. Donc ça, c'est une règle quand même à prendre en compte, c'est les bases. Euh, Jouer une réaction après avoir révélé l'action de l'ennemi. Vous pouvez jouer une esquive si vous avez entre vos mains une carte attribut qui permet d'esquiver. Jouez-la sur un emplacement libre de votre plateau en respectant les règles de réaction, en gros d'esquive quoi, on va dire. Voilà. Si vous tuez un ennemi, obtenez un écho de sang, l'ennemi est immédiatement retiré du plateau. Donc tout ça, de toute façon, c'est assez clair dans les règles, c'est super bien expliqué. Il est possible de mourir en ayant tué un ennemi, donc tout ça, c'est très très bien expliqué. Ben, j'en ai terminé pour cette première partie de vidéo, on est déjà à 30 minutes. Donc il y aura du coup plusieurs épisodes de vidéo parce que je ne pouvais pas savoir si on allait mettre du temps ou pas. Donc on se donne rendez-vous sur le prochain épisode de ces explications de règles. À la prochaine. À la prochaine.